Qu'est-ce qu'une bonne définition? Pour le philosophe ou pour le savant, c'est une définition qui s'applique à tous les objets définis et ne s'applique qu'à eux. C'est celle qui satisfait aux règles de la logique. Mais dans l'enseignement, ce n'est pas cela. Une bonne définition, c'est celle qui est comprise par les élèves. Comment se fait-il qu'il y a tant d'esprits qui se refusent à comprendre les mathématiques? N'y a-t-il pas là quelque chose de paradoxal? Comment? Voilà une science qui ne fait appel qu'aux principes fondamentaux de la logique, aux principes de contradiction, par exemple, à ce qui fait pour ainsi dire le squelette de notre entendement, à ce qu'on ne saurait dépouiller sans cesser de penser. Et il y a des gens qui la trouvent obscure. Et même, ils sont en majorité. Qu'ils soient incapables d'inventer, passe encore, mais qu'ils ne comprennent pas les démonstrations qu'on leur expose, qu'ils restent aveugles quand nous leur présentons une lumière qui nous semble briller d'un pur éclat, c'est ce qui est tout à fait prodigieux. Et pourtant, il ne faut pas avoir une grande expérience des examens pour savoir que ces aveugles ne sont nullement des êtres d'exception. Il y a là un problème qu'il n'est pas aisé de résoudre, mais qui doit préoccuper tous ceux qui veulent se vouer à l'enseignement. Qu'est-ce que comprendre? Ce mot a-t-il le même sens pour tout le monde? Comprendre la démonstration d'un théorème, est-ce examiner successivement chacun des syllogismes dont elle se compose et constater qu'il est correct, conforme aux règles du jeu? De même, comprendre une définition, est-ce seulement reconnaître qu'on sait déjà le sens de tous les termes employés et constater qu'elle n'implique aucune contradiction? Oui, pour quelques-uns. Quand ils auront fait cette constatation, ils diront « j'ai compris ». Non, pour le plus grand nombre. Presque tous sont beaucoup plus exigeants. Ils veulent savoir non seulement si tous les syllogismes d'une démonstration sont corrects, mais pourquoi ils s'enchaînent en tel ordre, plutôt que dans tel autre. Tant qu'ils leur semblent engendrés par le caprice, et non par une intelligence constamment consciente du but à atteindre, ils ne croient pas avoir compris. Sans doute, ils ne se rendent pas bien compte eux-mêmes de ce qu'ils réclament, et ils ne sauraient formuler leurs désirs. Mais s'ils n'ont pas satisfaction, ils sentent vaguement que quelque chose leur manque. Alors qu'arrive-t-il? Au début, ils aperçoivent encore les évidences qu'on met sous leurs yeux. Mais comme elles ne sont liées que par un fil trop ténu à celles qui précèdent et à celles qui suivent, elles passent sans laisser de traces dans leur cerveau. Elles sont tout de suite oubliées. Un instant éclairé, elles retombent aussitôt dans une nuit éternelle. Quand ils seront plus avancés, ils ne verront plus même cette lumière éphémère, parce que les théorèmes s'appuient les uns sur les autres et que ceux dont ils auraient besoin sont oubliés. C'est ainsi qu'ils deviennent incapables de comprendre les mathématiques. Ce n'est pas toujours la faute de leurs professeurs. Souvent leur intelligence, qui a besoin d'apercevoir le fil conducteur, est trop paresseuse pour le chercher et pour le trouver. Mais pour leur venir en aide, il faut d'abord que nous comprenions bien ce qui les arrête. D'autres se demanderont toujours à quoi cela sert. Ils n'auront pas compris s'ils ne trouvent autour d'eux, dans la pratique ou dans la nature, la raison d'être de telle ou telle notion mathématique. Sous chaque mot, ils veulent mettre une image sensible. Il faut que la définition évoque cette image, qu'à chaque stade de la démonstration, ils la voient transformer et évoluer. À cette condition seulement, ils comprendront et ils retiendront. Ceux-là souvent se font illusion à eux-mêmes. Ils n'écoutent pas les raisonnements, ils regardent les figures. Ils s'imaginent avoir compris, et ils n'ont fait que voir.